Vraiment, cette époque, 1950 jusqu'à 1970, on le sait très bien. Jimmy Hyacinthe et voilà, Mamadou Doumbia Mamadou Doumbia qui donc avec Feu, Amédée Pierre, voilà, qui planait véritablement sur la musique ivoirienne à cette époque-là. Et arrive Ernesto Djedje. Comment l'homme s'impose véritablement sur la scène musicale à cette époque-là? Non, mais il faut dire que Ernesto Djedje, même avant d'intégrer l'orchestre d'Amédée Pierre Ivoiro Star, il jouait déjà à la guitare. Et Amédée même m'a raconté une petite histoire comme ça. Il a dit, lorsqu'il faisait des tournées à l'intérieur du pays, il est arrivé à Daloa et parmi les enfants qui ont fait la palissade, à l'époque il n'y avait pas de salle, il y avait des palissades comme des feuilles en paille pour faire le concert. Et parmi ceux qui ont fait ces palissades-là se trouvait un certain Ernesto Djedje qui est venu à lui pour lui dire monsieur, est-ce que ce soir je peux jouer tout juste pendant la pause? Et Amédée lui a demandé, mais vous savez jouer de quoi vous? Il dit non, je joue à la guitare. Et puis, au moment de la pause, Djedje revient avec un de ses amis, un bassiste, et Amédée leur dit de monter sur le podium et les deux jouent. Et Amédée trouve que le bassiste, qui est l'ami de Djedje, jouait mieux et il voulait venir à Abidjan avec lui. C'est là, et il a dit que non, que lui ne peut pas venir à Abidjan si son ami Ernesto Djedje ne vient pas avec lui. Et Djedje lui a dit comme ça, ben, écoute, mais il faut partir avec lui, si c'était la mort qui t'avait choisi, on n'allait pas mourir ensemble. Donc Amédée vient avec les deux. Au cours de répétition, il voit que Djedje a beaucoup plus de qualité, beaucoup de possibilités d'apprendre rapidement la musique. C'est ainsi qu'il le retient comme chef d'orchestre. Mais je dois dire, Djedje a passé 5 ans avec Amédée Pierre. Et après, il part en France et il sort son premier disque que tout le monde connaît, Anoua. Et je crois de Paris, le morceau que Djedje a chanté, qui a beaucoup plus de coloration de la musique du terroir, c'est le morceau Zokoli qu'il a chanté, c'est du ternaire, le Diba sous un rythme du Diba. Et Djedje rentre au pays quelques années plus tard. C'est là il va s'inspirer de la musique ivoirienne et particulièrement avec son groupe les Iglibitiens. Et c'est là ils vont sortir le fameux morceau Ziboté, etc., etc. Mais en dehors de ces musiques-là que Djedje travaillait, qui sont du terroir, mais Djedje n'était pas aussi planté sur cette musique-là, seulement il s'inspirait d'autres courants musicaux aussi. Djedje qui avait de très belles compositions, hein, des compositions qui traversent le temps. Hein. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne se lasse véritablement pas d'écouter Ernesto Djedje. Oui, absolument. Je crois qu'il avait une vision, une grande vision de la musique et il était en avance, comme on le dit, sur son temps. Et je dois même dire tout à l'heure, quand on parlera du Zougou, entre parenthèses, on verra, il y a des chanteurs du Zougou qui se sont inspirés d'Ernesto Djedje. Quand je pense à Yodé des Cocos, dans son fameux morceau les cocos sont pas sérieux. Et c'est les cocos. Et quand on met Katakamo, Zouboulé, Yogore, Adjissé, ce sont les mêmes notes musicales. Et il y a des jeunes qui se sont inspirés d'Ernesto Djedje aussi. Je crois qu'il avait une très belle écriture, des doigtés. Il a laissé beaucoup de pans, beaucoup de ses pans dans la musique ivoirienne d'aujourd'hui. Alors, Ernesto n'était pas le seul. Hein. On avait aussi Jimmy Hyacinthe à cette époque-là. Bien sûr, Jimmy, c'était le génie de la guitare. Quand on écoute Oncle War, mais je crois que... Et souvent, on se pose la question qui, de la guitare et Jimmy, était amoureux de la femme. Parce que quand il chante cette femme-là... Et Ngoran Jimmy Hyacinthe, il faut savoir, sa spécialité, c'était la pop musique. Il a joué avec des grands groupes de la pop musique ici. Et c'est là qu'il a appris les rudiments de la guitare. Et c'est l'un des musiciens ivoiriens qui maîtrise mieux la guitare ici. Et je crois qu'il a écrit des très belles partitions de la musique ivoirienne. Il faut savoir aujourd'hui cette rythmique du Zaouli, les pas de Zaouli en guitare aujourd'hui. C'est Ngoran Jimmy Hyacinthe qui a introduit ça à la guitare. Et aujourd'hui, récemment, j'ai écouté un titre du jeune homme qui fait le coupé décalé, Serge Beno. Il utilise ces mêmes motifs-là aussi. On retrouve aussi ce que Ngoran Jimmy Hyacinthe a fait aussi. Vous savez, les musiques d'aujourd'hui, il faut bien l'écouter. En les écoutant, c'est là on découvre que les dévanciers avaient une très belle écriture et ils ont posé les jalons de cette musique-là. Et aujourd'hui, ça parcourt le corps de l'histoire de la musique. Donc on va dire qu'ils avaient l'oreille musicale. Hein. Ils avaient l'oreille, plus que l'oreille musicale, parce que c'était des vrais artistes
C'était des vrais artistes qui dominaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, leur instrument et qui transcrivaient les sensations humaines au travers des cordes de la guitare et autres instruments de musique. D'accord, on va donc commencer par les années 50 et on revient donc les années 50. Qu'est-ce qui caractérisait ces artistes des années 50 et après on viendra donc à ceux des années 70. La trame de la musique, ce qui caractérise la musique de ces années-là, je l'ai dit tout à l'heure, c'était beaucoup plus les inspirations d'origine afro-cubaine et on a un peu de rumba aussi là-dedans et aussi quelques airs aussi ghanéens. Rambles Band, on parlait d'Amédée Pierre tout à l'heure, il a chanté un morceau. C'est un morceau qu'on connaît bien, un morceau d'un groupe ghanéen. Et puis, il a chanté aussi, il a repris un air aussi qu'on connaissait très bien, Mouabé. Et Mouabé aussi, Amédée a pris quand il parle de... Quand le président Oufoué est arrivé à Daloa, je crois que c'est en 1969. Et Amédée a chanté un morceau, et ce morceau-là aussi, ce morceau-là, c'est un air qui est... En tout cas, quand on voit les notes musicales, c'est pareil que Mouabé que je viens de chanter. Donc il y a eu, cette époque-là a été influencée par la musique afro-cubaine, par la rumba aussi, qui aussi dérive de l'afro-cubain aussi. Donc voilà ce qui caractérisait cette musique-là. Bon, au milieu des années 70. Et maintenant les années 70. Voilà, 70, on va voir vraiment les prémices de la musique ivoirienne. Les rythmes d'Iba vont intervenir comme le ndomolo un peu partout. Et on va voir venir ces écritures-là à la surface de notre musique. Et n'oublions pas aussi, il faut dire aussi que les années 60 aussi, vers la fin des années 60, il y avait des groupes de la pop musique ici aussi qui étaient là aussi malgré la présence d'Amédée Pierre et autres. Il y avait les Jeans Music, etc. Ngoran Dimi Yassante aussi, il a joué. Il y avait les Ngessa Santa, les Baespit aussi, qui chantaient de la soul music aussi. Il y a eu ces influences-là au milieu des années 70. Je crois que tout à l'heure, on va en parler. C'est très important aujourd'hui dans le corpus mélodique de la musique ivoirienne. Avant de parler des influences de cette époque des années 70, comment ces musiciens des années 70 ont pu faire barrière donc, à cette musique congolaise qui était plus qu'implantée ici en Côte d'Ivoire? Oui, mais même si on a pu faire des barrières, je le disais, dans l'écriture musicale, elle transparaît quand même quelque part. Hein, elle transparaît quand même quelque part. Hein. Si on prend, on regarde ces musiques-là, on fait une analyse, on saura qu'il y a des pans entiers de cette musique-là. Ça, il ne faut pas l'ignorer. Mais je pense que barrière, mais je crois que la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons beaucoup plus d'ethnies ici, nous avons des musiques ici, tu vas à l'ouest, dans le nord de la Côte d'Ivoire, on a des très belles mélodies et je pense que à partir de ces trucs-là, les gars vont retourner vers les terres, comme vous l'avez dit, ils vont découvrir de très belles mélodies et puis ils vont les chanter. Mais barrière à la musique congolaise, je dirais, c'est un peu plus tard ça. Peut-être avec l'arrivée du Zouglou, etc. etc. D'accord. On va voir ça tout à en l'heure. tout cas au Zouglou, on sera maintenant sur retour dans les années 80 où on verra donc des artistes comme Alpha Blondy, Aïcha Koné, tous ces artistes-là sortis en tout cas de l'ombre. Oui, mais on pourrait considérer cette époque-là, 80 jusqu'à 90, l'époque des grandes voix, des timbres vocaux qu'on a vu en Côte d'Ivoire. Si vous venez de parler d'Aïcha Koné, une très grande chanteuse qui a une voix, en tout cas des mélodies larmoyantes et qui chante très bien. Quand Aïcha Koné chante, même quand on a la tête de tortue, on verse des larmes parce que sa voix nous écorche, parce que elle chante, cette femme-là. Vous avez parlé aussi d'Alpha Blondy. Alpha Blondy, il a introduit le reggae. Avant lui, il y a Amédée Pierre, il y a bien d'autres. Les autres, là, ils ont joué du reggae. Mais celui qui a installé le reggae définitivement, je crois, sur les terres ivoiriennes, c'est Alpha Blondy. Mais avec une écriture aux colorations de notre mandingue qu'il a apporté aujourd'hui. Et on retrouve cette manière-là, la tenue de ce discours lyrique, mélodique-là, dans la plupart des mélodies de ceux qui font aujourd'hui le reggae. Donc, si tu veux, Alpha, il a des textes très forts aussi, et puis c'est un musicien qui, sur le plan international, comme musicien ivoirien, pour la première fois, s'est imposé à la conscience mondiale aussi. Et aujourd'hui, il porte le drapeau de ce reggae-là. Je peux même dire que
aujourd'hui, parmi les figures emblématiques du reggae, Alpha Blondy en fait partie. D'accord. Et parlons toujours de la réussite de ces artistes dans les années 80. Est-ce que cette réussite n'est pas due au fait que ces artistes se sont appuyés véritablement sur leurs dévanciers? Bien entendu, il y a cela. Je veux dire que l'époque 80, ce sont les gens de 1960-70 qui sont venus, c'est les mêmes générations, même s'il y a un certain nombre de différences d'âge, etc., c'est la même génération. Mais il faut dire, cette époque-là, aujourd'hui, 80 dont on parle, la télévision, on a beaucoup plus de la radio et la presse écrite, et on a commencé à parler de ces musiciens-là, et ce n'était pas comme dans les années 60. Hein. Et il faut tenir compte aussi, il y a l'aspect médiatique aussi, hein, de la vulgarisation, de la promotion de cette musique-là aussi, qui fait qu'elle va s'imposer au niveau de l'Afrique aussi. D'accord. Alors, parmi ces grandes voix, on pourra encore citer hein, les Nana Kabel, tout ça. Baïs Pinto, qu'il ne faut pas oublier, oui, le rossignol. Baïs Pinto, oh là là, oh là là, oh là là. S'il nous regarde, salut Baïs, je le salue. Baïs, c'est toute une histoire. Hein? Oui, Baïs, c'est toute une histoire, et je crois qu'avec Baïs, on peut écrire des livres, mais c'est une des meilleures voix africaines, une voix très colorée, une voix aux notes diversifiées. Et Baïs, il peut, des graves, par les notes médianes, il va dans les aigus sans effort, et je crois, en tout cas, il a du métier, et ça prouve que Baïs, dans la soul musique, il a beaucoup travaillé, il a bourlingué au large des partitions musicales, et c'est un monsieur qui chante très bien, et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont pris la manière de chanter, la tenue du discours lyrique de Baïs Pinto, mélodique de Baïs Pinto, Poignon, qui fait le zouglou, qui porte le nom de Baïs Pinto, c'est parce que il a parodié, il voulait chanter comme Baïs Pinto. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été influencés par la manière de chanter de Baïs Pinto. Il a fait partie, vous avez parlé de Naya Kabel. Naya Kabel, elle a eu une voix éclatante et je crois avec beaucoup de vigueur dans les cordes vocales. Aïcha Kone, les Monique Seka, etc. C'était les grandes voix. Et je pense qu'à cette époque-là, il y a eu une concurrence entre les voix. Et surtout, ne pas oublier Justin Stanis, là, c'est l'ancien. Mais bien avant, on y reviendra tout à l'heure, le temps pour nous de partir pour la réclame publicitaire. Christelle Akoussa.